Cela remplaçait avantageusement le seau et la boîte de conserve et la corvée d'eau des femmes. Le pays avait changé sans aucun doute, mais le monde lui-même avait changé et était changé. Et moi, n'avais-je pas changé en 30 ans? N'étais-je pas un peu différent dans ma vision des choses et dans mon analyse? Une page était tournée, le présent d'hier était devenu le musée d'aujourd'hui. Sans faire un grand effort d'imagination, on peut supposer qu'au VIe siècle avant Jésus-Christ, les bergères d'antan poussaient de la même façon devant elles leurs troupeaux, sur ces plateaux désertiques, dans le sillage des grandes caravanes chargées d'aromates, d'épices, de myrrhe et d'encens, qui reliaient l'océan Indien à la Méditerranée. La civilisation sud-arabique s'est développée dans les royaumes de Hadramaout, Aoussan, Kataban, Maïn et le plus célèbre d'entre tous, le royaume de Saba. La légende raconte que le roi Salomon aurait invité Bilkis, reine de Saba, à traverser une pièce de son palais pavé de cristal et légèrement inondée. La reine aurait séduit Salomon en lui dévoilant involontairement les plus jolis pieds du monde. Leur amour aurait donné naissance à la dynastie du Négus, l'empereur d'Éthiopie. Ce bédouin de Mareb nous interprète à sa manière le verset du Coran qui relate la visite de la huppe au roi Salomon qui voulait la sacrifier. « Je reviens de Saba et t'en rapporte des nouvelles vraies ». Son discours traduit simplement l'expression de la conscience collective des Yéménites qui connaissent leur histoire et leur civilisation qui plonge dans la nuit des temps. À Mareb, les 8 colonnes du propylée du temple de la Lune jaillissent du sable à l'endroit choisi par les rois et les prêtres voilà plus de 25 siècles. Subsistent les vestiges du grand temple ovale, dédié au dieu des Sabéens, la lune, dieu masculin, et le soleil, dieu féminin. Ici, l'histoire écrite dans la pierre relate le fol espoir des hommes qui bâtissaient des empires pour l'éternité. Les temples résonnent encore des chants d'offrandes qui remerciaient les dieux pour avoir procuré à Saba un millénaire de prospérité, d'histoire et de culture, du 8e siècle avant Jésus-Christ au 6e siècle après. Une prospérité due non seulement à la position de Saba sur la route de l'encens, mais également à l'existence d'un immense barrage. Les murs en pierre de taille des points d'ancrage étaient assemblés et maintenus en place par des clés transversales en forme de clous comme ici. Les déversoirs permettaient l'irrigation du jardin de droite et du jardin de gauche tels qu'ils sont notés dans le Coran. Les habitants de Saba avaient dans le pays qu'ils habitaient un signe d'avertissement, 2 jardins à droite et à gauche. Mais ils se détournèrent de la vérité. Nous envoyâmes contre eux l'inondation des digues et nous échangeâmes leurs 2 jardins contre 2 autres, produisant des fruits amers, des tamarins et quelques fruits du petit locus. Aujourd'hui, un nouveau barrage a été reconstruit à Mareb qui retrouve peu à peu sa verdure. En face, la vieille cité se désagrège lentement sous le regard des djinns qui s'envolent dans les tornades de sable. À moins de 100 km au nord, une autre cité clé sur la route de l'encens était Marrakech. Bel exemple de cité fortifiée, une équipe d'archéologues italiens vient d'y mettre au jour le temple de Nakra. Habité jusqu'au XIIe siècle, Marrakech conserve dans ses entrailles de sable les secrets de la vie. La route de l'encens, comme les autres routes du Yémen, est devenue un simple ruban d'asphalte dans un réseau routier qui ne cesse de s'agrandir rapidement. En 30 ans, il est passé de quelques centaines de kilomètres à plusieurs milliers, et il est indéniable que cette nouvelle infrastructure routière va provoquer d'importants changements socio-économiques
dans un avenir rapproché. Pendant des siècles, les hauts plateaux et les montagnes yéménites ont été couverts de plantations de café, à un point tel que le breuvage dont se délectaient les cours européennes du XVIIe siècle prit le nom de Mocha, ville portuaire de la mer Rouge, d'où s'exportait le café. Actuellement, on trouve toujours du café au Yémen. Il est essentiellement destiné à la consommation locale, car sa qualité n'est pas compétitive sur le marché mondial. Le café noir s'appelle le boun, tandis que la décoction, faite à base d'écorce de graines de café, porte le nom de kesher, dont le goût et la saveur s'apparentent à une tisane. Depuis le XIXe siècle, le café, dont la récolte est saisonnière et aléatoire, n'a cessé de perdre du terrain pour céder la place à la culture du khat, dont la rentabilité est élevée tout au long de l'année. Et chaque matin, à l'heure où blanchit la campagne, les Yéménites sont parmi les arbustes secouant la rosée nocturne pour récolter les pousses tendres qui se sont ouvertes durant la nuit. Pour certains, cette habitude, cette manie, devrais-je dire, est une manne inépuisable. Pour d'autres, elle constitue un véritable fléau social qu'ils combattent depuis quelques années seulement. Rafik Hakim, président d'une association anti-khat, sait qu'il a du pain sur la planche et que sa vie ne suffira certainement pas pour obtenir l'éradication du produit. D'ailleurs, une opération brutale dans ce sens risquerait de rendre le remède pire que le mal. Les feuilles sont revendues au détail aux petits consommateurs à travers tout le pays et certains y laisseront la moitié de leurs revenus. En cela, la consommation du khat est un vice. Comme le jeu, il appauvrit les familles. C'est cette vente au détail dans les souks que l'on voit généralement lorsqu'on se promène au Yémen. طبعا الجمعية طبعا لتحقيق هذه الأهداف سعت عبر مجموعة من الأنشطة والبرامج من أهمها توعية أبناء المدارس أو الطلاب والطالبات. Mais d'où vient ce khat ? Nous avons remonté la chaîne de production. Un jour où, nous rendant dans un petit village de montagne, nous nous sommes trouvés pris dans une véritable noria de camions-citernes. En 20 km, le prix de l'eau avait été multiplié par 10. En arrivant au sommet, dans les nuages, la cohue était indescriptible. Les camions-citernes avaient investi la place. Très vite, j'appris que cette eau n'était pas destinée à l'alimentation des villages, mais plutôt à l'arrosage du khat. Déchargée dans des réservoirs surplombant les terrasses, l'eau est acheminée par gravité dans de simples tuyaux en plastique jusqu'aux plantations qui se trouvent en contrebas de la falaise. Les champs de khat comprennent tous des tours de guet qui permettent une surveillance continue afin de limiter le pillage. Mais qu'est-ce qui fait courir les Yéménites ? La feuille de khat contient des amphétamines en quantité infime. Pour l'extraire, il faudra mâcher les feuilles pendant de longues heures. Alors qualifier la plante d'hallucinogène peut sembler quelque peu excessif. Mais laissons pour quelques instants nos cueilleurs à leur besogne. À la même heure, 4 futurs mariés se dirigent en procession vers les demeures de leurs futures épouses.
font un premier arrêt sur la Grand Place où leurs suivants, en majorité des hommes de la famille proche, font une première danse de la djambia, prélude à de nombreuses répétitions tout au long de la journée. Sortant du petit hôtel voisin et attiré par le son des tambours, un groupe de touristes en vélo de montagne, se trouvant incongru dans le décor, s'éclipse rapidement. Après cet intermède de mise en train, le cortège reprend sa route vers le hameau voisin. Mais revenons au kat qui n'attend pas. Une fois récolté, soigneusement bottelé, il se retrouve dans le souk, sur la place centrale du village, pour être proposé aux grossistes. Vendeurs et acheteurs palpent, évaluent, discutent, renchérissent, s'échangent les bottes en les jetant par-dessus leur tête. Les ballots se négocient entre 50 et 500 $, 30 et 300 €. La foule est compacte, animée, passionnée. Ici, des sommes considérables changent de main et j'ai beaucoup de difficultés à me frayer un chemin dans cette commune. Suivant la qualité. C'est un peu complexe. D'accord, merci. Nous avons une idée du volume des transactions lorsque nous rencontrons le directeur du souk. Mais nous sommes encore loin d'avoir tout vu et nous serons entraînés dans un dédale de ruelles pour découvrir dans des officines cachées aux regards indiscrets la confection des ballots destinés à l'exportation légale et au marché parallèle. Entre-temps, il nous faut retourner au mariage pour voir où en sont nos futurs époux. Tout semble bien se passer pour eux, soda, embrassade, téléphone et redanse de la djambia, avant l'indispensable et inévitable photo souvenir. Il est près de 11 h du matin. Depuis plus de 3 heures, les hommes du village s'agitent alors que les doshan, les musiciens, conduisent un nouveau groupe sur la place. Ce sont les invités officiels des familles. Au total, plus d'une centaine d'hommes forment un large cercle au centre duquel les porte-paroles des familles se succèdent pour déclamer un discours de bienvenue sous forme de poème. Après quoi on repart pour un tour, tandis que les chefs tribaux se congratulent généreusement. Arrive enfin le moment où le maître de cérémonie passe le henné sur les pieds des mariés pour chasser les mauvais esprits. Aujourd'hui, c'est le symbole qui subsiste car le henné est passé sur les chaussures alors que la coutume ancienne voulait qu'on enduise les pieds nus des mariés. Mais ne nous attardons pas, il est temps de retourner au marché du kat si nous voulons voir l'emballage de la marchandise avant l'expédition. Les liens pour ficeler les bottes sont de longues lanières tirées de la tige de bananier et les bottes soigneusement faites à l'écart de la foule.
La qualité n'est pas la même que précédemment, les prix non plus d'ailleurs, puisqu'une botte vaut ici entre 500 et 1000 dollars US, entre 300 et 600 euros. Dans une autre pièce, les cours sont encore plus élevés. Les feuilles fraîches et tendres sont soigneusement emballées avec un savoir-faire qui conservera l'indispensable fraîcheur tant appréciée du consommateur. Les connaisseurs revendront ce khat dans les heures qui suivent en Arabie Saoudite, où la vente est interdite. Le khat est acheminé par des voies détournées ou encore par des caravanes d'ânes envoyées seuls dans la montagne. Lorsque les correspondants ont pris livraison de la précieuse cargaison, les animaux sont renvoyés et rentreront seuls à leur écurie. Mais dans tout le Yémen, où la vente est libre, il faut transporter la marchandise sur les marchés à plusieurs dizaines de kilomètres de là. Elle doit être vendue entre midi et 1h et une véritable course-poursuite contre la montre s'engage dans la montagne. Au même instant, le mariage entre dans la phase de fin de matinée. Mariés et invités se dirigent vers la mosquée où se déroulera la prière collective avant le banquet de midi qui rassemble tous les convives. Deux heures plus tard, tout ce monde se retrouve dans l'école du village, réquisitionné pour les circonstances. Le khat est arrivé à temps et c'est ici que va se dérouler la partie de khat géante de ce quadruple mariage. Chacun trouve tant bien que mal une place dans les différentes pièces de la maison. Les notables sont d'un côté, les mariés et les jeunes d'un autre, et les autres invités s'entassent ailleurs jusque dans les couloirs et même à l'extérieur. Le khat, sujet incontournable, relève d'une double culture. Culture économique, car les revenus du khat sont énormes, réguliers pour un entretien simple et bon marché. Inconvénient majeur, ce type d'économie en circuit fermé n'est pas viable à l'échelle d'un pays qui veut tenir sa place sur le plan international. Culture sociale, car les parties de khat quotidiennes constituent un phénomène de société, moment privilégié d'échanges et de rencontres. Les effets physiques semblent relativement minimes. On n'a jamais noté d'accoutumance au khat, ni de manque en cas de sevrage. À la fin d'une partie de khat, les participants ont les pupilles dilatées, le regard fixe et ne semblent pas pour autant s'être embarqués pour s'y taire. Et tandis que la partie de khat s'étire en longueur, à l'extérieur, la vie s'écoule, paisible, pastorale, au milieu des euphorbes, dans un décor biblique. Enfin, les mariés sont portés en triomphe par les jeunes avant de repartir vers le village pour leur première rencontre avec leurs épouses qui, dans la nuit, rejoignent le cortège en fermant la marche, cachés aux regards extérieurs. Un mariage dans lequel on ne voit pas la mariée peut vous sembler étrange, anormal. Mais les hommes yéménites présents ne les ont pas vus non plus. Le clan des femmes lui-même s'oppose à ces intrusions et en général à toute forme de mixité dans les rites de société.
Gardons-nous pourtant d'en conclure hâtivement que la femme n'existe pas ou est privée du droit de s'exprimer dans la société yéménite, basée sur un système tribal générateur de deux mondes parallèles, celui des hommes et celui des femmes. Les structures sociales sont organisées de façon à éviter les rencontres permanentes et, en réalité, dans le cas du mariage, il serait plus juste de parler d'une double cérémonie de mariage. En dépit de la pression sociale et du poids de la tradition, la République du Yémen fait preuve d'une ouverture politique remarquable si on la compare aux républiques islamiques. En effet, au Yémen, les femmes ont le droit de vote depuis 1967. La Constitution de 1991 déclare l'égalité de l'homme et de la femme. Dans la vie quotidienne, les femmes ont le droit d'aller à l'école, à l'université, de travailler, de conduire leur voiture, de sortir seules dans la rue avec qui bon leur semble. Elles peuvent également demander le divorce et ne s'en privent pas. Pourtant, il est vrai qu'il y a encore loin de la coupe aux lèvres. Un large fossé subsiste entre l'intention et l'application. Voilà une trentaine d'années, dans une société rurale à 90%, les femmes participaient à visage découvert aux activités du groupe. Paradoxalement, l'ouverture brutale du pays, l'arrivée d'étrangers, d'accession à l'éducation favorisant une promiscuité nouvelle, la situation internationale ont provoqué une évolution négative des habitudes vestimentaires, une réclusion. Cette radicalisation se voit attribuer une connotation religieuse. Mais l'histoire nous montre que la versatilité de l'être humain est telle que l'évolution peut subir un effet boomerang et très rapidement devenir positive. Pour cela, il faudra impérativement que soient remplies les deux conditions suivantes, une pression sociale qui s'exerce de l'intérieur dans ce sens, tout en étant le fruit d'un consensus entre la cellule familiale et une volonté politique affirmée. Sheikh